Un revolver à crosse d'ivoire. Pas une arme, une déclaration. Le général George S. Patton en portait deux. À poignée en nacre, disaient certains. Mais Patton lui-même corrigeait cette rumeur avec une irritation explosive. Seul un maquereau de la Nouvelle-Orléans porte des revolvers à crosse de nacre, grognait-il. Les miens sont en ivoire. La distinction comptait pour lui comme tout le reste. Totalement. Férocement. Sans aucune tolérance pour l'imprécision. Le matin du 8 novembre 1942, ces revolvers furent les premières choses qu'un officier du renseignement allemand nota dans son rapport depuis Casablanca. Il décrivit le général américain qui venait de débarquer en Afrique du Nord comme théâtral. Comme un homme de spectacle. Comme, et c'est le mot qui allait résonner sur deux continents pendant les 3 années suivantes, gefährlich nur für die Kamera. Dangereux seulement pour la caméra. Un lâche en uniforme de général. Ce rapport arriva sur le bureau du général-lieutenant Hans-Jürgen von Arnim, en Tunisie, au début de 1943. Von Arnim le lut, en accepta les conclusions, et prit une décision tactique qui allait lui coûter tout ce qu'il avait construit à un endroit appelé El Guettar. Le 23 mars 1943, le capitaine James Moody, du 1er bataillon du 18e régiment d'infanterie, 1re division d'infanterie, 26 ans, originaire de Mâcon, Géorgie, sortit d'un oued peu profond avec 11 hommes et s'engagea directement dans l'ouverture que le mépris allemand avait laissée. 9 de ces 11 hommes marchaient encore à la fin. Voici la question que soulève cette brèche. Que se passe-t-il lorsque l'arrogance d'un commandant devient la meilleure arme de son ennemi, et qu'un soldat sur le terrain est celui qui la saisit et s'en sert? Tunisie, mars 1943. Les enjeux n'étaient pas locaux. Ils étaient totaux. Comprenez ce que représentait l'Afrique du Nord à l'hiver et au printemps 1943. Ce n'était pas une campagne secondaire. C'était une audition. La chance pour le haut commandement allié de prouver que les soldats américains pouvaient se battre, que les généraux américains pouvaient réfléchir, et que la Wehrmacht n'était pas la machine invincible qu'elle semblait être depuis septembre 1939. Si les Alliés échouaient ici, dans la poussière et la pierre de la Tunisie, l'invasion de la Sicile serait retardée, peut-être annulée. La libération de l'Europe occidentale serait repoussée de plusieurs années. Le coût en vies humaines, projeté à partir de cette seule hypothèse, dépasse l'imagination. Le problème s'appelait le col de Kasserine. Le 19 février 1943, les forces de Rommel avaient traversé le 2e corps américain à Kasserine avec une efficacité dévastatrice. Les unités américaines s'effondrèrent. Les hommes fuirent. Munitions, véhicules et équipements furent abandonnés dans le désert. Les rapports allemands après action étaient d'une brutalité glaciale. Les soldats américains manquent de volonté de combattre sous une pression soutenue. Les officiers américains paniquaient lorsque le plan s'effondrait. La structure de commandement américaine était, selon une évaluation allemande de niveau corps d'armée, fragile comme de la craie. 683 Américains moururent à Kasserine. Près de 2500 autres furent capturés. C'est dans cette catastrophe que George S. Patton entra. Le 6 mars 1943, Patton prit le commandement du 2e corps et rendit immédiatement, sans ambiguïté, clair que l'armée qu'il héritait allait devenir un organisme différent. Il infligea des amendes aux officiers qui apparaissaient sans casque. Il exigea des standards d'uniforme précis en zone de combat. Ses subordonnés pensèrent qu'il avait perdu la raison. Il passait complètement à côté de l'essentiel. Patton comprenait quelque chose que la science comportementale ne formaliserait que 50 ans plus tard. La discipline ne concerne pas les boutons et les jugulaires. La discipline est l'habitude d'obéir sous pression. Et si vous ne pouvez pas l'imposer dans les petites choses, vous ne la trouverez jamais dans les grandes. Chaque amende pour un col mal fermé était une répétition pour le moment où les hommes resteraient à leur poste au lieu de fuir. L'objectif spécifique que Patton hérita et décida d'attaquer était le carrefour routier et le complexe de hauteur d'El Guettar, au centre de la Tunisie. Une carte topographique suffit à comprendre son importance. El Guettar contrôlait la route menant vers Gafsa et Sfax, les artères d'approvisionnement de toute la position de l'axe en Tunisie. Tenir El Guettar permettait aux Allemands de maintenir leur ligne. Le perdre signifiait l'effondrement de leur flanc. Ce n'était pas une bataille pour un terrain. C'était une bataille pour le temps. Patton confia l'assaut d'El Guettar à la 1re division d'infanterie du général Terry Allen, la Big Red One. Ces hommes combattaient en Afrique du Nord depuis novembre 1942. Ils étaient expérimentés, endurcis et dans le vocabulaire brutal du commandement, dignes de confiance.
Patton ne confiait pas des objectifs critiques à des unités non éprouvées. C'est dans cette division que le capitaine James Moody commandait sa compagnie. Moody n'était pas un homme compliqué, selon ses propres mots. Il s'était engagé en 1940 après 2 années d'études agricoles à l'Université de Géorgie. La ferme déclinante de son père lui avait appris qu'un salaire militaire était plus fiable que la terre rouge de Géorgie. Il mesurait 1,78 m, pesait 74 kg et possédait une qualité particulière. Il pensait en diagonale. Lorsque les autres officiers regardaient la carte, Moody regardait par la fenêtre, visualisant le terrain sous les symboles. Sa mission: prendre et tenir la colline 336. Une escarpe calcaire située à 2 km au sud-est de la route principale, offrant une ligne de vue directe sur l'artillerie allemande. Prendre cette colline signifiait réduire les canons allemands au silence. La laisser signifiait que toute avance serait suicidaire. Le plan reposait sur une hypothèse. La garnison allemande comptait environ 40 hommes. C'était faux. Complètement faux. De l'autre côté, dans le QG de la Kampfgruppe Weber, l'Oberstleutnant Friedrich Weber lisait le même rapport sur Patton. Gefährlich nur für die Kamera. Il lut 2 fois, posa le document et déclara calmement: ils viendront à l'aube. Par l'oued. Et ils s'arrêteront quand ils verront ce qui les attend. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des Américains. Il avait déjà décidé de l'issue. Ce qu'il ignorait, c'est que Patton avait passé les 4 jours précédents à enseigner un principe simple. Attaquer la porte non gardée. Trouvez-la. Elle existe toujours. L'ennemi vous la montre par ce qu'il ne regarde pas. Moody avait écouté. Et retenu. 22 mars 1943. 2h15. Température, 7 degrés Celsius. Vent du nord-ouest. La compagnie de Moody, 38 hommes, 2 mitrailleuses légères, un mortier de 60 mm avançait dans l'oued, suivant une carte française devenue obsolète. À 2h37, ils découvrirent que le lit de rivière n'existait plus. L'érosion avait transformé le terrain en chaos. Leur timing s'effondra en 40 minutes. « Capitaine » murmura le sergent Devreau. « On est en retard. Lever du jour dans 2 heures. Il reste 400 mètres. » Moody regarda la carte. Puis le terrain. Le terrain avait gagné. « Les informations sont fausses » dit Devreau. Ce n'était pas une plainte. C'était un fait. Moody répondit simplement. « Continuez à avancer. » Moody dit. Ils continuèrent d'avancer. À 3h41, le soldat de première classe Raymond Tully, 22 ans, originaire d'Akron, Ohio, reconnu par tous comme le meilleur éclaireur de la compagnie, s'arrêta net et leva le poing en l'air. Chaque homme derrière lui se figea instantanément. Comme une unité bien entraînée se fige, non pas progressivement, mais d'un seul coup, comme si un interrupteur avait été actionné. Tully tourna la tête de 45 degrés, pointa 2 doigts vers ses yeux, puis balaya vers la gauche. Moody s'approcha de lui et observa ce que Tully avait repéré. Des traces fraîches de véhicules dans le lit de l'oued, perpendiculaires à leur progression. Des empreintes de semi-chenillés, plusieurs véhicules, laissés au cours des 4 à 6 dernières heures, à en juger par la netteté des bords dans le sol meuble. La carte française n'indiquait aucune route ici. Il n'y avait effectivement aucune route. Mais il y avait, sans aucun doute possible, les marques de blindés allemands ayant traversé cet endroit dans l'obscurité. Ce qui signifiait une chose parmi 3. Les Allemands avaient repositionné des renforts. Ils avaient effectué un ravitaillement vers une position plus fortement défendue que ne le pensait le renseignement. Ou ils avaient fait les 2. Moody observa ces traces pendant 4 secondes. Puis il activa sa radio. De la statique. Puis une voix. Puis les pires mots possibles. Moody, ici le bataillon. Nouveaux ordres. Authentifié. Votre objectif est étendu. Vous devez prendre la colline 336 et la tenir jusqu'à la jonction avec les blindés venant du nord-ouest. Arrivée estimée des blindés, 7 heures. Ne laissez pas la colline 336 aux mains de l'ennemi après 6 heures. Accusé de réception. Moody accusa réception. Il ne transmit pas ce qu'il pensait. Que la jonction blindée devait traverser 4 km de terrain découvert en plein jour. Et que si la colline 336 n'était pas prise avant 6 heures, ces blindés fonceraient directement sur ce qui s'y trouvait. Il ne le transmit pas parce que cela ne changerait rien. Un ordre est un ordre. Le calcul était brutal. Et immuable. On accélère, dit-il à Devreau. Ils accélérèrent. À 4h12, alors que le ciel passait au gris, 50 minutes trop tôt parce que personne n'avait pris en compte l'altitude, les mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu.
Aucun avertissement. Aucune montée en intensité. Le silence. Puis le son. Le son inconfondable d'une MG42 à cadence maximale. 1200 coups par minute. Tous ceux qui l'ont entendu sous le feu le décrivent de la même manière. Pas un crépitement. Pas un bégaiement. Une déchirure. Comme si l'air lui-même était arraché. 3 mitrailleuses. Pas un peloton renforcé. 3 positions de MG42 avec des champs de tir croisés couvrant toute l'approche de l'oued. Et derrière elle, sur l'escarpement rocheux de la colline 336, les éclairs de fusil, plus de 40 hommes, comptaient déjà Devereaux. À terre. Moody était déjà plaqué contre le schiste. Le soldat Anthony Corletti, 20 ans, de Fall River, Massachusetts, qui 6 heures plus tôt lui montrait une photo de sa sœur, ne l'était pas. Il était à genoux, puis il ne l'était plus. Puis Devereaux tirait Moody par le bras en criant quelque chose à propos du flanc gauche. Moody bougea. Corletti ne se releva pas. Ils perdirent 2 autres hommes en atteignant un abri. Une dépression à peine marquée, à 200 mètres de la base de la colline 336. Impossible d'avancer. Impossible de reculer. Le feu des mitrailleuses coupait l'air à 20 cm au-dessus de leur tête, avec la patience méthodique de soldats expérimentés. Devereaux apparut à côté de lui, le sang coulant d'une entaille au-dessus de l'oreille, qu'aucun des deux ne mentionna. 3 positions. Sud-ouest. Nord-ouest. Il pointa vers le haut, en hauteur. Peut-être une compagnie. Peut-être plus. Ce n'est pas un peloton, capitaine. Non, répondit Moody. Ce n'en est pas un. Il tenta la radio. De la statique. Puis un message brouillé. Situation évolutive sur objectif principal. Impossible de redéployer. Vous êtes seul jusqu'à. Puis plus rien. Silence total. 35 hommes. 2 mitrailleuses légères. Un mortier avec 11 obus restants. Face à une force au moins 3 fois supérieure. Aucun renfort. Aucun appui d'artillerie. Les positions ennemies étaient trop proches pour tirer sans risque. Moins d'1 heure avant le jour. Moody observa ce qu'il avait. Puis les positions ennemies. Leur emplacement. Leur orientation. Ce qu'elles couvraient. Puis ce qu'elles ne couvraient pas. Et quelque part, dans un souvenir vieux de 4 jours, une voix résonna. La porte que personne ne surveille est celle qui gagne la bataille. Moody analysa. 3 positions de mitrailleuses. Couverture parfaite de l'oued et de l'approche principale. Défense allemande classique. Impeccable. Ce qu'elle couvrait. L'approche évidente. Ce qu'elle ne couvrait pas. La face sud de la colline 336. Jugée infranchissable. Sur la carte. Une pente de 60 degrés, instable, sans couverture, avec une paroi verticale près du sommet. Un mur. Sur le terrain, Moody avait grandi dans les collines de Géorgie. Il avait escaladé pire, avec un poteau de clôture sur l'épaule. Devereaux. Il le tira vers lui. La face sud. Devereaux le regarda comme un vétéran regarde une idée incertaine. Impossible à grimper. Je sais. C'est aussi là où il ne regarde pas. Prends 8 hommes. Laisse les mitrailleuses ici. Continuez à tirer. Pas pour supprimer. Pour faire du bruit. Je veux qu'ils pensent qu'on attaque par l'est. Tu comprends? Du bruit. Pas une attaque. Donne-moi 30 minutes. À 4h45, des civils apparurent. Le pire moment possible. Et celui qui changea tout. 4 personnes. Une famille tunisienne. Un homme. Une femme. 2 enfants. Ils étaient là depuis 2 jours, coincés entre les lignes. Moody fit quelque chose que ni l'entraînement ni les ordres ne recommandaient. Il s'arrêta. 3 minutes. Il ne les avait pas. Il les prit quand même. Pas de langue commune. Mais un message clair. Je ne suis pas une menace. Mais vous devez rester silencieux. Le père comprit. Il couvrit la bouche de ses enfants. Et regarda Moody. Il avait vu 3 armées en 3 ans. Et les jugeait toutes pareilles. Est-ce qu'elles s'arrêtent? Moody fit signe. La famille bougea. L'unité bougea. La face sud prit 22 minutes à gravir. Les hommes montèrent en silence, utilisant leurs 2 mains, les armes en bandoulière. À 2 reprises, des éboulis de schiste se mirent à glisser et Moody figea l'unité d'un simple poing levé, écoutant le cœur battant comme une pièce d'artillerie dans ses propres oreilles, le moindre changement dans le rythme du feu allemand en contrebas. Il n'y en eut aucun. À 5h11, alors que le ciel à l'est prenait ce bleu sombre précis qui précède l'aube d'exactement 20 minutes, Moody atteignit la crête de la colline 336. Le premier soldat allemand qu'il vit était assis. Il faisait face à l'est, observant l'oued en contrebas.
observant les mitrailleuses de Devereux faire du bruit exactement comme ordonné, observant l'endroit d'où les Américains étaient censés arriver. Il avait une couverture de laine sur les épaules contre le froid. Il se trouvait à environ 20 mètres de l'endroit où Moody émergea au sommet. Moody leva la main. Son unité se figea. Il compta ce qu'il pouvait voir. 12, 14. Un mouvement près du nid de mitrailleuse nord-ouest. 2 de plus. La position centrale haute était à 40 mètres, orientée vers le nord-est, entièrement concentrée sur l'approche de l'oued. Le mémo de Patton lui revint. La vitesse est une armure. Au moment où l'ennemi comprend ce qui se passe, assurez-vous que tout est déjà terminé. Moody abaissa le poing. Ils franchirent la crête en ligne. Et les 3 premières secondes furent silencieuses. Parce que les Allemands regardaient dans la mauvaise direction. Et parce que le cerveau humain a besoin d'un laps de temps mesurable pour traiter une information totalement inattendue. 3 secondes de confusion. 3 secondes offertes par l'arrogance d'un commandant qui avait jugé cette face infranchissable. Moody les utilisa toutes. Puis la colline explosa de vie. Tir de fusil. Grenade. La mitrailleuse sud-ouest pivota sur son affût, tentant de couvrir 140 degrés vers une menace désormais au-dessus et derrière elle. Les mitrailleuses de Devereux, en bas, répondirent. Le feu croisé venait désormais de 2 directions. Aucune position préparée pour faire face à cela. Une situation que la doctrine allemande connaissait parfaitement et cherchait à éviter à tout prix. Mais ici, leur système couvrait parfaitement une seule direction. Le soldat Danny Kahn, 24 ans, de San Francisco, neutralisa la position nord-ouest avec 2 hommes et une grenade à 5h14 avant d'être immédiatement touché au bras gauche. Il continua pourtant à se battre. Moody écrira plus tard. Le soldat Kahn a continué à agir sous le feu avec un seul bras, refusant simplement d'accepter le fait qu'il avait été blessé. À 5h19, 8 minutes après le début de l'assaut, seule la position centrale tirait encore. 12 soldats allemands. Bien positionnés. Champ de tir dégagé. Moody n'avait plus que 9 hommes opérationnels. 2 blessés. Coincés derrière des rochers, à 40 mètres. Les munitions s'épuisaient dangereusement. C'est à ce moment que Devereux apparut. Il avait fait monter 4 hommes par la face sud, sans autorisation. Parce qu'il avait fait le calcul. Et compris que Moody aurait besoin de renforts. C'était ce qui faisait de lui le meilleur sous-officier de la compagnie. Il anticipait toujours un ordre à l'avance. 4 grenades, dit-il calmement. On couvre. 15 secondes. À ton signal. Le sergent Earl Devereux se leva. À découvert. Et ouvrit le feu avec son M1 Garand. Puis rechargea, debout. Parce qu'il avait décidé que couvrir signifiait couvrir. Et que son capitaine avait besoin de 15 secondes. Il en donna 14. À la 14e seconde, une balle lui traversa la jambe gauche. Il se rassit derrière le rocher, avec l'air d'un homme simplement contrarié d'avoir été interrompu. Moody partit à gauche avec 2 hommes et 4 grenades. Il progressa en rampant, et atteignit la position allemande sous un angle qu'elle ne couvrait pas, parce qu'elle tirait sur Devereux. 2 grenades. 3 secondes d'intervalle. La seconde pour ceux qui avaient survécu à la première. Le feu cessa à 5h27. La colline 336 était sous contrôle américain à 5h31. 29 minutes avant l'arrivée prévue des blindés. Moody s'assit au sommet, regarda la route d'El Guettar, et ressentit ce que ressent tout soldat survivant. Pas de triomphe, mais le choc brut d'être encore en vie. À 5h35, au QG de la Kampfgruppe Weber, le téléphone de la colline 336 cessa de répondre. Weber envoya un messager. Il ne revint jamais. Il lança une contre-attaque. Mais à 6h18, les blindés américains étaient déjà là. Les Allemands se replièrent. Dans son rapport, Weber écrivit « Nous nous sommes trompés sur le terrain. Nous nous sommes trompés sur les hommes. Nous nous sommes trompés sur le général. » Après la bataille, la colline ressemblait à ceci. Du schiste, des traces sombres, du matériel abandonné. Moody inspecta les positions. Il cherchait à comprendre. Il trouva une lettre, adressée à une femme à Stuttgart, avec une photo. Un homme, une femme, 2 enfants, une vie normale. La lettre disait que les Américains étaient faibles, qu'ils fuiraient. Elle avait été écrite 5 jours plus tôt. Moody la garda. Plus tard, Weber déclara lors d'un interrogatoire. « J'ai commis 2 erreurs. La première, le terrain. La seconde, j'ai cru ce qu'on disait de Patton. J'ai combattu le général que j'imaginais.
pas celui qui était réellement là. Puis il ajouta, « Il envoie des hommes qui pensent comme lui. Et c'est plus dangereux que n'importe quelle arme. » Patton reçut le rapport le 24 mars 1943 et nota dans son journal, à propos de l'action de Moody, 4 mots. Ils ont trouvé la porte ouverte. Il en reparla 2 jours plus tard dans une lettre adressée à son épouse, Béatrice. Mes gars commencent à comprendre le jeu. Et quand ils comprennent le jeu, l'ennemi a déjà perdu, qu'ils le sachent ou non. El Guettar ne marqua pas la fin de la campagne de Tunisie. Les combats se poursuivirent jusqu'au 13 mai 1943, date à laquelle les dernières forces de l'Axe en Afrique du Nord capitulèrent, 250 000 soldats allemands et italiens, la plus grande reddition de l'Axe jusque-là. La route vers cette capitulation passa par des dizaines d'actions comme celle de la colline 336 sans éclat, sans caméra, décidée par des capitaines et des sergents prenant des décisions dans l'obscurité, que les états-majors ne comprenaient qu'une fois les tirs terminés. Mais un principe commun les traversait tous. Un principe que l'on peut nommer. Patton appelait cela voir au-delà de l'obstacle. Pas nier l'obstacle. Pas faire comme si les mitrailleuses n'existaient pas. Pas prétendre que la colline n'était pas abrupte. Pas croire que le renseignement était correct alors que les traces dans l'oued prouvaient le contraire. Voir à travers l'obstacle ce qu'il révèle réellement. Chaque obstacle est une information. Chaque terrain, impraticable, indique un angle mort. Chaque excès de confiance ouvre une brèche dans la ligne défensive, une brèche qu'un homme lucide peut exploiter. Ce n'est pas seulement un principe de guerre. C'est un principe universel, dans toute compétition, toute crise, tout moment où le plan échoue et où quelqu'un doit décider de la suite. L'ennemi vous indique le chemin. Écoutez l'endroit où il se croit en sécurité. Le sergent-chef Earl Devereux se remit de sa blessure à la jambe dans un hôpital de campagne à Alger. Il rejoignit le 18e régiment d'infanterie à temps pour le débarquement en Sicile, le 10 juillet 1943. Il survécut à la guerre. Il rentra à Duluth en 1945, épousa Clara Nigar et travailla pendant 31 ans comme ingénieur civil pour le département des transports du Minnesota. Il ne parla jamais de la Tunisie. Sa fille racontera plus tard. Pas une seule fois. Sauf un soir en 1987, quand je lui ai demandé pourquoi il était devenu ingénieur. Il répondit simplement, « Je suis devenu bon pour compter les choses. » Et ça s'est avéré utile. Il mourut en 1994. La crête calcaire de la colline 336, près d'El Guettar en Tunisie, est toujours là. Les positions de mitrailleuses ont disparu, effacées par le vent et le temps. Mais la face sud, celle que le commandant allemand avait jugée impraticable, est toujours là. Toujours cette pente de 60 degrés, faite d'éboulis instables. Toujours un mur, selon n'importe quelle carte raisonnable. Et pourtant, c'est cette face qui a changé l'issue d'une bataille. C'est cette face qui a prouvé une chose simple. Quand on apprend aux hommes à penser, ils trouvent des chemins que personne d'autre ne voit. Si ton grand-père, ton arrière-grand-père ou un membre de ta famille a servi dans la première division d'infanterie, la Big Red One, en Afrique du Nord ou ailleurs, note-le. Quelle unité! Quelle campagne! Où était-il à la fin? Ces histoires vivent dans la mémoire des familles. Et nulle part ailleurs. Écris-les. Commence ici.